Aujourd'hui, on va poursuivre évidemment la fameuse complétion de notre document théorie, mesures et incertitudes. Ben, c'est la théorie sur les mesures et incertitudes. Je vais partager mon écran. Donc, la dernière fois, on était rendu ici dans mon Dieu, je vais essayer de trouver le document comme tel. Donc, c'est à la page 2 du document. On est en haut de la page 2. Donc, on avait commencé là, à faire la distinction entre ce qu'est une incertitude et ce qu'est une erreur. Puis, c'est un peu dommage, mais dans Excel et dans plusieurs documents, logiciels et autres, on appelle des barres d'incertitude, on les appelle des barres d'erreur. Bon, c'est comme ça, c'est le vocabulaire qu'ils ont décidé d'utiliser. Ce n'est pas l'idéal, okay, parce qu'une incertitude, c'est vraiment ça que c'est, en fait. Dans Excel, là, ce qu'on met, c'est des barres d'incertitude. Okay? Ce n'est pas vraiment des barres d'erreur, mais bon, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, revenons dans Paint. Donc, on avait défini la notion d'incertitude, on était rendu à l'erreur. Donc, l'erreur, c'est un écart entre... Là, j'ai pris une taille de crayon un peu plus large là, pour que ce soit plus facile peut-être de voir. Là. Écart entre une valeur expérimentale et une valeur attendue. Souvent théorique. Il y a plusieurs raisons. En fait, quand on parle d'erreur, on parle vraiment du fait qu'on arrive à une réponse et malgré notre plage d'incertitude, on n'arrive pas à faire entrer la valeur attendue dans notre plage d'incertitude. Comme par exemple, là, on va faire un labo, pas celui qu'on fait mardi, là, mais je pense que c'est dans 3 semaines, quelque chose comme ça. On fait un labo sur l'accélération gravitationnelle. On laisse tomber un objet et on essaie de trouver la valeur de l'accélération gravitationnelle expérimentalement. Donc, on s'attend à ce que ça donne 9,81 mètres par seconde carré, parce que c'est l'accélération gravitationnelle sur Terre. Mais vous allez voir, ce n'est pas nécessairement le cas. Okay? Donc, malgré le fait qu'on va avoir notre valeur expérimentale avec son incertitude, donc il y a comme une plage, là, vraiment comme ici en bas, là, on a une plage, ça se peut que notre 9,81 ne se retrouve pas dans la plage. Bon, on va un peu jouer avec le gars des vues, là, puis on va arranger ça avec le gars des vues, puis bon, on va s'arranger pour que ça marche pour le labo 2. Ça ne sera pas nécessairement le cas pour tous les labos. Je vous le dis, il y a des labos pour lesquels il y a très peu d'équipes qui vont arriver à obtenir une valeur expérimentale qui fonctionne avec la valeur théorique, et c'est parfaitement normal. OK? Donc, une erreur, c'est quand on a, comme je vous dis, un écart entre la valeur expérimentale et la valeur attendue. Ce n'est pas nécessairement illogique dans la situation d'avoir une erreur. Okay? Donc, je vous explique un peu, je vous donne des exemples de situations qui pourraient entraîner une erreur. Okay? Un bon exemple, c'est quand on néglige la résistance de l'air. Donc, négliger la résistance de l'air. Alors qu'elle devrait être considérée. Il devrait être considérée. Un autre type de situation là, où on a souvent une erreur qui va subvenir, c'est quand on néglige l'effet de la température.
Donc, négliger l'effet de la température ou de la pression alors qu'il ne devrait pas être négligé. Et je vous donne un dernier exemple. Considérez une source ponctuelle alors qu'elle ne l'est pas. Je manque un peu de place. Donc, l'erreur, c'est l'écart entre une valeur expérimentale et une valeur attendue, souvent théorique. Les exemples que j'ai donnés, négliger la résistance de l'air alors qu'elle devrait être considérée, négliger l'effet de la température ou de la pression alors qu'il ne devrait pas être négligé. Oups, je n'ai pas écrit négliger avec mon accent, j'ai mis ER. C'est une erreur, c'est E accent aigu. Considérer une source ponctuelle alors qu'elle ne l'est pas. Donc, on a 3 exemples ici de situations qui peuvent entraîner une erreur. Je vous dirais que souvent, là, la première situation, surtout en mécanique, se présente. Par exemple, si on a, comment dire, tiens, dans notre dernier labo, on a une espèce de tige, là, de barre qui va tourner, okay, parce on est dans la rotation à la fin du cours. Donc, ça tourne et on regarde sa vitesse, puis on regarde si la vitesse réagit comme elle devrait réagir selon la théorie. En théorie, quand on fait on définit des lois théoriques et tout, on va négliger certains facteurs comme la résistance de l'air. Donc, on imagine que l'objet est dans le vide, puis là, on trouve, ça va être quoi l'équation qui va régir la vitesse de l'objet. Dans la vraie vie, évidemment, il y a de l'air, et donc, c'est très possible que la vitesse qu'on obtienne ne réponde pas parfaitement à la loi théorique, parce que la loi théorique a été définie dans le vide, puis que nous, on fait l'expérience avec de l'air. Donc, ça, c'est un exemple d'erreur. Et on ne peut pas considérer une incertitude associée à cette mesure-là parce que ce n'est pas relié à une incertitude, c'est relié au fait qu'on essaie de démontrer expérimentalement une loi théorique. Donc, on néglige la résistance de l'air. On se dit, bien, si la résistance de l'air n'a pas trop d'impact, ça va marcher. Mais plus la vitesse d'un objet est grande, plus la résistance de l'air est grande. Donc, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Okay? Considérer une source ponctuelle alors qu'elle ne l'est pas. Ça, un très bon exemple, c'est en fait en optique, là, vous allez voir là, quand vous allez faire les labos en NYC, vous avez des sources, puis là, vous faites le même genre de lab là, que vous faisiez au secondaire là, avec des miroirs ou des lentilles. Je ne sais pas c'est lesquelles là, vous faites là, parce que ça fait longtemps que j'ai donné la NYC, mais il y en a avec des miroirs courbes, là, concaves, convexes, des lentilles biconcaves, biconvexes, tout ça. Et dans le fond, la source que vous utilisez, c'est une toute petite ampoule, OK? Mais elle n'est pas ponctuelle, ce n'est pas un point. En théorie, lorsqu'on regarde les lois là, de l'optique, on prend pour acquis que notre source, c'est un point. Mais dans la vraie vie, une source ponctuelle, c'est-à-dire un point, ça n'existe pas. Une particule là, qui émettrait de la lumière dans toutes les directions, c'est impossible. Donc, on a tout le temps une ampoule qui a une certaine surface et tout. Puis ça se peut que ça entraîne une erreur en bout de ligne par rapport à la valeur théorique attendue. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a des situations, comme je vous dis, où c'est à peu près impossible de ne pas arriver à une erreur. C'est attendu.
okay, que vous fassiez une erreur. Donc, qu'il y ait une erreur, en fait. Ce n'est pas que vous fassiez une erreur, mais qu'il y ait une erreur, c'est-à-dire un écart entre la valeur expérimentale et la valeur attendue. Mais bon, il faut l'expliquer après dans la discussion. C'est une des choses qu'on va en prendre cette session-ci, à justifier quand on obtient un écart, ben, essayer de le justifier avec des causes d'erreur. Est-ce qu'il y a des questions sur la différence entre l'incertitude et l'erreur? Oui, Ali. OK. Moi, j'ai juste pas compris le truc de la source ponctuelle. Genre, s'il y a une erreur avec la source ponctuelle, c'est juste parce qu'il y a un vaisseau lumineux ou quelque chose comme ça? C'est qu'en fait, tu sais, on a des théories, là, des lois sur l'intensité lumineuse. Tu sais, on sait que l'intensité lumineuse, c'est proportionnel à l'inverse de la distance au carré à laquelle on se trouve d'une source. Okay? Fait que mettons qu'on a une source ici, là, qui est une source de lumière, puis tu te trouves à une certaine distance, mettons 1 mètre, tu te trouves à une distance de 2 mètres. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'intensité a diminué d'un facteur 4. Puis ici, elle va diminuer elle ne diminuera pas de moitié parce qu'on s'éloigne du double, elle va diminuer d'un facteur 4 parce que notre D est au carré. C'est un détail, OK? Vous allez voir ça en YC si vous ne vous en souvenez pas de votre secondaire, ce n'est pas grave. Mais cette loi-là, par exemple, a été définie dans le vide, évidemment, et avec une source qu'on appelle ponctuelle, c'est-à-dire qu'on imagine une source théorique là, qui serait vraiment un point qui émet de la lumière dans toutes les directions. Là, on parle vraiment en 3 dimensions, là, fait qu'on imagine qu'elle projette sa lumière sur une espèce de sphère autour d'elle, qui s'agrandit, si on veut. C'est vraiment de la lumière dans toutes les directions, puis c'est une source qui est vraiment un point parfait. Dans la vraie vie, ben, on a une ampoule. On essaye de dire que c'est une source ponctuelle, mais ce n'est pas vraiment un point. Là. Une ampoule, ben, elle a une forme, okay? Donc elle a une certaine surface. Puis en plus, il y a une zone où est-ce qu'elle est connectée, habituellement là, sur le côté puis en bas de l'ampoule pour avoir un courant électrique pour faire allumer l'ampoule. Et donc, la lumière qui émane de l'ampoule n'est pas parfaitement sphérique. Là. On va avoir plus de lumière qui part vers le haut que vers le bas, il n'y en aura pas. Puis, dépendant comment le filament à l'intérieur est arrangé aussi, on n'aura pas nécessairement un pattern parfait, comme si on avait une source qui est un point qui est parfait, qui est théorique. Parce qu'on est dans la vraie vie, on a une situation réelle, expérimentale, on n'a pas une source ponctuelle. Fait que là, ça se peut qu'on n'arrive pas à démontrer cette loi-là parce que notre ampoule n'est pas adéquate. Okay? À ce moment-là, on dit on va essayer de trouver une ampoule plus petite ou on va essayer de trouver une ampoule qui est mieux conçue, ou bon, etc. Mais ça se peut que l'ampoule qu'on ait nous empêche de trouver notre loi théorique. Donc, à ce moment-là, les résultats expérimentaux qu'on obtient, on dit qu'on a une erreur. Donc, on a un écart entre la valeur expérimentale et la valeur théorique à laquelle on s'attend, qui, elle, a été déterminée mathématiquement, pas expérimentalement. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est bon, merci. OK. C'est un concept qui est quand même subtil, là, OK? Mais on va le retravailler toute la session, vous allez voir. Là, on va en reparler probablement de l'incertitude et aussi de l'erreur, là, parce qu'on va vous demander des causes d'erreur et tout ça. Donc, OK, ça, c'était pour cette portion-là. Donc, je vais aller rechercher dans mon document la suite. Donc, on a ça ici. Je ne sais pas s'il va vouloir le prendre. On va essayer. Bon. Là, évidemment, il ne copie pas tout comme il faut, là, mais normalement, vous avez imprimé le document. Là, donc, vous savez l'incertitude absolue sur une quantité X. Je vais reprendre mon crayon. Donc, sur une quantité X, là, ça peut être une longueur, un temps, une masse, etc. Et la plus petite grandeur, toujours positive, on appelle delta X, pour laquelle on peut affirmer avec conviction que la valeur de X est comprise entre, on a ici X min égale X bar plus ou moins. Ah non, c'est moins delta X, c'est ça, c'est parce qu'on est séparé.
Donc, x bar moins delta x et x max qui est égal à x bar plus delta x. Donc, ça, vous devriez le voir normalement, si ça a imprimé comme il faut chez vous. Donc, on a que x va donc être égal à x bar plus ou moins delta x ou x bar est égal à x max plus x min, le tout divisé par 2, et delta x, ça va être égal, donc la meilleure estimation de notre mesure et l'incertitude. Donc, l'incertitude va être égale à x max moins x min divisé par 2. Donc, si on le représente sur un axe, donc ici, on a notre axe des X là, qui représente cette dimension, cette valeur-là, là, qui peut être à peu près n'importe quoi. Là. Ça peut être, comme je vous disais, un temps, une longueur, une masse, etc. Donc, on va avoir notre X bar qui est toujours au milieu de notre intervalle. On a notre X max d'un côté et on va avoir notre X min de l'autre. C'est supposé d'être à égale distance. Ça ne sera probablement pas parfait parce qu'à l'écran, ce n'est pas évident. X min. Et donc, de chaque côté ici, on a notre incertitude delta x. Ce qui est important de saisir, c'est que la vraie valeur, là, celle qu'on ne connaîtra jamais, parce que ce n'est pas possible de la trouver. Donc, la vraie valeur est quelque part dans cet intervalle. Donc, je vais reprendre mon exemple. Ici, ça va être plus petit. Tiens, je vais prendre ma calculatrice. Je veux mesurer ma calculatrice. Donc, je prends ma règle ici. Je l'installe. J'essaye de faire ma mesure le plus précisément possible. Donc, j'essaie d'aligner mon 0 ici de ma règle. Je regarde ma mesure à l'autre bout. OK? Je prends une mesure et je vais dire ma mesure, c'est 12,2 cm. Puis là, je vais déterminer mon incertitude. On va voir dans quelques minutes comment on fait ça. Donc, comment on détermine une incertitude, mettons qu'on prend une mesure avec une règle. Mettons que je dis que c'est, je ne sais pas, 2 mm. Là, je vais vous expliquer comment on détermine encore une fois dans 2 minutes. Fait qu'on va avoir 12,2 plus ou moins 0,2. OK? Ça veut dire que la vraie valeur de la longueur de ma calculatrice, elle est quelque part entre 12 et 12,4. OK? Je ne peux pas savoir ça va être quoi la vraie longueur avec cette règle-là dans des circonstances semblables. C'est impossible de déterminer exactement c'est quoi la longueur de la calculatrice. Et même si j'utilisais un instrument plus précis, je pourrais diminuer l'incertitude, mais dans la vraie vie, il va toujours avoir une incertitude. Okay? À moins d'un comptage, comme je vous disais, j'ai 15 vaches dans mon champ, je compte mes vaches, je n'ai pas d'incertitude. Mais si je mesure un objet, un temps, une masse, je vais toujours avoir une incertitude parce qu'un instrument de mesure n'est jamais parfait. Il va toujours être relié à une incertitude. Même un instrument à affichage numérique, comme un voltmètre ou une balance là, numérique, là, c'est celle-là qu'on va utiliser parce que moi, les balances avec les petits gugus, là, avec les... Oh, je détestais au secondaire puis je déteste encore autant. Fait que je ne vais pas vous imposer les balances à fléau, là. Mais bon, tous les objets qui ont des affichages numériques vont quand même avoir une incertitude. OK?
parce que c'est la vraie vie. Puis dans la vraie vie, ben, un objet, un instrument de mesure a toujours une incertitude. OK, donc, on va passer à la page suivante. Là, on a introduit la notion d'incertitude absolue. Là, OK? L'incertitude absolue, parce que c'est ça, je ne l'avais comme pas dit, mais l'incertitude absolue, c'est la valeur, là, comme je vous disais, mettons qu'on a 12,2 plus ou moins 0,2. L'incertitude absolue, c'est 0,2. Donc 0,2 cm dans le cas de ma calculatrice. OK? Donc, ça, c'est une incertitude absolue. Une incertitude relative, on va voir en 2 secondes, c'est un pourcentage. Donc, c'est dire l'incertitude, c'est quel pourcent de ma valeur, de ma meilleure estimation. OK? Et je vais reprendre mon document. Je vais aller chercher la suite. L'incertitude absolue. Donc, l'incertitude relative. Je vais le mettre dans un autre paint. Je vais essayer quelque chose. Si je prends donc ça ici, je le mets ici. Je vais être capable de le mettre à côté. Bon, donc là, j'ai toute ma page 5 dans Paint, ce qui n'est pas si mal. Pas ma page 5, mais ma page, là, je pense que je suis à la page 3. OK, donc l'incertitude relative. Crayon. OK, l'incertitude relative, c'est le rapport. Donc, on va utiliser la lettre R minuscule pour symboliser l'incertitude relative. Donc, c'est le rapport entre l'incertitude et la meilleure estimation sous forme d'un pourcentage. Okay? Donc, l'incertitude relative est plus utile que l'incertitude absolue pour évaluer la précision d'une mesure. Je vais vous donner un exemple. Donc, si j'ai une mesure M1, donc là, dans ce cas-ci, c'est une masse. J'ai mesuré un objet qui pèse 2,25 plus ou moins 0,01 kg. Et j'ai un objet qui a une masse M2, donc un second objet, qui lui pèse 3,52 plus ou moins 0,02. Oups, c'est un 2, ça. Kilogrammes. Ce n'est pas nécessairement évident de savoir, juste en les regardant, là, lequel est le plus, laquelle mesure est la plus précise. OK? Vous allez me dire, ben là, l'incertitude est plus petite, donc normalement, la mesure est plus précise, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Là. Si je mesure un objet qui mesure à peu près 1 mètre, puis je dis que l'incertitude, c'est 1 mètre, ben, j'ai une mesure qui n'est pas du tout précise. Là. Okay? Une mesure, quand j'ai 1 mètre plus ou moins 1 mètre, c'est vraiment pas précis. Alors que si j'ai quelque chose qui mesure 15 km, puis je dis que c'est précis à plus ou moins 3 mètres, c'est très précis comme mesure. Okay? Même si l'incertitude absolue est plus grande, ça ne veut pas dire que la mesure est moins précise. Donc, je reprends mon exemple. Ici, je vais calculer l'incertitude relative pour ma mesure M1. Donc, j'ai l'incertitude M1 sur meilleure estimation M1. Donc, vous allez constater que lorsqu'on fait des exercices ou on résout des problèmes, on va toujours mettre l'équation théorique sans les chiffres, sans les valeurs, avant de mettre les valeurs. Okay? Je n'écrirai pas directement mes valeurs ici. Je vais tout le temps mettre mon équation théorique avec mes variables. Puis après ça, je vais remplir mes variables. Je vais changer mes variables par les chiffres. Donc, ici, j'ai 0,01 kg sur 2,25 kg. Donc, les kilogrammes se simplifient. J'obtiens 4,4 périodiques fois 10 à la moins 3.
ça va être égal à 0,44 %. Si je le mets sous forme de pourcentage. Ensuite, j'ai RM2, donc l'incertitude relative sur la deuxième mesure, qui est dans ce cas-ci delta M2 sur la meilleure estimation M2. Et je vais avoir 0,02 kg sur 3,52 kg. J'obtiens 5,68 fois 10 à la moins 3, ce qui est égal à 0,57 %. Donc, si j'écrivais cette valeur-là, mais au lieu de l'écrire, donc la valeur de M1, mais au lieu de l'écrire avec l'incertitude absolue, je l'écrirais avec l'incertitude relative. Ce que j'obtiens, c'est M1, c'est 2,25 kg à 0,44 %. Donc, c'est comme ça que ça s'écrit. Et j'aurais aussi pour M2 3,52 kg à 0,57 %. Madame? Oui. Juste une question. Est-ce que là, ça veut dire, on pourrait dire, mettons, que la masse 1, c'est 2,25 kg précis à 0,44 %? C'est ça que ça veut dire. C'est exactement OK. ça que ça veut dire. Oui. Oui, oui, oui. Donc, ça veut dire que ma mesure M1, elle est plus précise que M2. Parce que plus mon pourcentage est petit, bien, en fait, moi, je comprends ta question. Quand tu dis qu'il est précise à 0,44 %, il ne faut pas prendre pour acquis que ça dépend à qui tu parles. Là. Tu sais, si tu parles au commun des mortels, tu dis c'est 2,25 kg précis à 0,44 %. Il faut qu'ils comprennent bien que ce n'est pas seulement 0,44 % de précision. Tu sais. C'est plutôt c'est précis à une précision aussi grande que 0,44 %. Tu sais. Fait que c'est Ça pourrait être soit 0,44 % plus petit que la valeur ou 0,44 % plus grand, c'est ça? exactement. 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 Mais on l'écrit de cette façon-là. Tu sais. Fait que plus notre chiffre ici, plus notre incertitude relative est petite, plus notre valeur est précise. Fait que c'est vraiment l'incertitude relative, là, le but, c'est de comparer des mesures pour voir laquelle est la plus précise. C'est souvent une façon utilisée en sciences là, pour exprimer une incertitude. Au lieu d'écrire la mesure comme ça, on va l'écrire comme ça. Mais les deux s'équivalent. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va pour ça? OK. Pour ce qui est de la convention d'écriture, bon, là, je vais vous amener sur Moodle. Donc, je vais le faire avec vous, là, mais l'idée, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Là, il a coupé un bout, là. Attends une minute. Je vais essayer d'aller retrouver mon. Comment je peux retrouver? Non, ça ne marchera pas. Je ne sais pas. Il ne voudra pas. Hein? Non, en tout cas, ce n'est pas très grave. Ça a coupé un bout. Consultez le tableau à la page 5 du document Introduction à la méthode expérimentale en physique. Ça, là, c'est vraiment, si vous ne l'achetez pas à la coop, le document, là, puis vous le consultez seulement en ligne, là, la page 5, là, essayez de vous rappeler de cette page-là. C'est, je dirais, la page là, qui vous fait perdre le plus de points dans vos rapports de lab, surtout au début de la session, avant que ça soit une notion qui est maîtrisée. Vous avez beaucoup de difficultés avec les conventions d'écriture. Donc, c'est beaucoup ça qu'on travaille dans le premier rapport. Et après ça, que vous devez apprendre très rapidement, parce que dans tous les rapports, quand vous écrivez vos chiffres dans votre tableau, il faut les écrire selon la convention d'écriture. Donc, on va essayer de vous expliquer la chose le plus. Moi, je pense que. Marche-tu?
Oui, ça marche. Bon. OK. Donc, si je retourne sur ma page département de physique, donc c'est vraiment sur la page du département de physique. Vous allez voir, si vous allez dans physique, là, il y a comme une longue série là, dans Moodle de pages différentes. C'est vraiment page du département de physique où il faut aller. Et vous allez sur Introduction à la méthode expérimentale en physique. Et on va donc reprendre la page 5, qui est au tout début. Convention d'écriture. Je vais agrandir un peu ma page si je peux trouver ici. OK. On va essayer de l'agrandir encore un peu. Bon. Convention d'écriture d'une mesure. Comme je vous dis, là, c'est une des choses qui vous fait perdre le plus de points. Fait que c'est vraiment important de maîtriser cette page-là. Donc, la convention vise à conserver uniquement les chiffres utiles et pertinents et à faciliter la comparaison entre la meilleure estimation et son incertitude. Donc, première règle, on arrondit toujours l'incertitude absolue, donc le delta X, à un seul chiffre significatif. OK? Donc, on n'écrira jamais plus ou moins 0,91 cm, par exemple. On va l'arrondir à un seul chiffre significatif, 0,9. Quand on parle arrondir dans notre cours de mécanique, ça va être arrondir comme on l'a appris au primaire. Okay? Mon garçon il a appris à arrondir en 3e année, ou en 2e année, je ne sais plus. Ou est-ce que, dans le fond, lorsqu'on a 0, 1, 2, 3 ou 4, on arrondit en bas, puis 5, 6, 7, 8, 9, on arrondit en haut. OK? On ne se casse pas la tête, là, on ne va pas regarder après le 5, c'est un 4, c'est un 2, on ne fait pas ça. Donc, on y va vraiment avec la base. Il faut toujours arrondir ici, comme je vous disais, une valeur qui serait à plus d'un chiffre significatif comme incertitude. On arrondit la meilleure estimation, donc la valeur qui est associée à l'incertitude, à la décimale qui correspond au chiffre significatif de l'incertitude absolue. Donc ici, vu que j'ai arrondi mon 0,91 à 0,9, bien, ma meilleure estimation qui est associée, il faut que je l'arrondisse au 10e près, dans le fond, à un chiffre après la virgule. OK? Pour que, ici, j'aie la même décimale que mon incertitude. Sinon, ça n'a comme pas de sens. Avoir une meilleure estimation plus précise que l'incertitude, il y a comme quelque chose qui n'a pas de sens. On utilise toujours le même format d'écriture avec les mêmes unités, les mêmes puissances de 10 ou le même préfixe pour la meilleure estimation et pour l'incertitude absolue. Donc, je n'écrirai pas 5,03 fois 10 à la 4 plus ou moins 2 fois 10 à la 2 mètres. C'est difficile à lire. On ne sait pas trop exactement le 2, il est où. Il faut comme réfléchir. Alors que si je l'écris directement de la bonne façon, 5,03 plus ou moins 0,02 fois 10 à la 4, à ce moment-là, c'est clair. OK? Je vois que mon incertitude ici, elle est au centième là, de ce chiffre-là de la façon qu'il est écrit. Okay? C'est sûr qu'après ça, il faut multiplier par 10 000, là, mais bon. On pourrait aussi l'écrire en kilomètres, donc 50,3 plus ou moins 0,2 kilomètres. Ce serait une autre façon de le faire. Madame? Oui. Là, mettons, vous avez dit qu'on ne pouvait pas mettre l'incertitude de 2 fois 10 à la 2, mais est-ce qu'on aurait pu laisser le 5,03 fois 10 à la 4 plus ou moins 0,02? Non. OK, on est obligé de l'enlever aussi pour juste la valeur. Ben, en fait, c'est que tu ne peux pas mettre plus ou moins 0,02 parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas 0,02. Ben là, en tout cas, dans ce cas-ci, c'est plus ou moins 0,02 fois 10 à la 4. Parce que là, ce n'est pas 2 fois 10 à la moins 2, c'est 2 fois 10 à la 2. Mais c'est juste, mettons, le fois 10 à la 4, on n'aurait pas pu l'inclure dans la parenthèse après le 5,03, pardon. Tu veux dire écrire 5,03 fois 10 à la 4 plus ou moins 0,02 fois 10 à la 4? Non, non, pas le fois 10 à la 4 à l'extérieur, juste à l'intérieur, ça n'aurait pas marché. Ben, c'est qu'en fait, ton fois 10 à la 4, il est multiplié par les deux termes. Là. OK, ouais.
Fait que tu ne peux pas le mettre juste à une place puis pas à l'autre. OK, parfait. Faut vraiment, c'est comme s'il était mis en évidence. Sauf qu'on le met en arrière, là. Mais quand on mettait en évidence quelque chose en avant d'une parenthèse, là, c'est le même principe. Ali, oui. Madame, moi je suis sur Moodle, mais je trouve pas votre cours. Genre, Ben, c'est pas mon cours qu'il faut il que y a tu pas de- trouves. Il faut que tu cherches Ok, page du département de physique. ok. Ben, je sais pas, j'arrive juste pas là, mais c'est pas grave. Ça, on peut le faire Je si vais tu après. veux mardi. Ok, On peut soit avant ou à la pause ou après le cours. Ben là, on n'aura pas de pause parce que oui, on va avoir une pause. On a un labo, on a une pause. Donc, c'est ça. On peut le regarder ensemble, il n'y a pas de problème. Mais normalement, si tu vas dans les cours, tu vas dans physique, là, tu vas avoir comme une série de plein de liens. Là. Puis là, il faut chercher page du département de physique. Là, il faut cliquer là-dessus. ok, je sais pas. Parce que moi, il y a juste anglais pour l'instant, mais je sais pas. Tu vas dans le cours où tu sais, comme. Il faudrait que je revienne dans mon dos une minute. C'est parce que j'ai souvent cette question-là. Là. Ici, normalement, tu devrais pouvoir cliquer sur quelque chose qui donne la liste de tous les départements du collège. Ça se peut-tu? Non, c'est parce que moi, je suis Pas pas dans mes connecté. cours, là. Si tu vas dans Accueil, Non, c'est parce que moi, je suis connecté avec mon numéro personnel. C'est pas avec celui de l'école. Ben, notre prof d'anglais nous avait demandé ça, mais c'est OK. pas grave. Hmm. Ah, là, je ne sais pas. Normalement, il faut se connecter avec le numéro de l'école. Puis là, tu as comme accès à toutes les pages, tu sais, de l'école. Puis là, quand tu vas cliquer sur page département de physique, là, ils vont te demander de te connecter avec ton code de l'école si jamais tu n'es pas connecté. Là. Mais on Ok, c'est pourra le bon, merci. regarder ensemble mardi si tu veux. Ok, d'accord. Ça va être plus facile. Salma, Madame, est-ce qu'on aura le droit à ce document durant les labos? oui, oui. Dans les labos, vous pouvez Mm. apporter tout ce que vous voulez. Vous pouvez apporter vos cahiers, manuels, etc. Là, il n'y a pas de problème. La seule Ok. moment où vous n'avez pas le droit, c'est à l'examen de lab à la fin. Ok, puis les rapports de lab, est-ce qu'on les fait durant le labo ou à la maison? Ils sont tous à rendre 2 semaines plus tard ou une semaine et demie plus tard, après le labo. Il y en a un que vous avez normalement assez de temps. Il y a plusieurs équipes qui réussissent à le terminer au labo. C'est plus un compte-rendu, celui-là. Je pense que c'est le labo 3. Mais je vous donne quand même du temps. Si vous voulez travailler à la maison dessus, il n'y a pas de problème. Merci. OK. Donc, ensuite, on arrondit l'incertitude relative inférieure à 100 à 2 chiffres significatifs. Donc, ici, il faudrait arrondir le 0,2141 à 0,21 OK? La raison pour laquelle ici, on met 50,0, c'est qu'en fait, lorsqu'on calcule 0,21 de 50, on obtient une valeur pour laquelle, si on l'arrondit à un seul chiffre significatif, on va avoir des dixièmes. Je vais vous le faire là, pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Donc, je vais prendre le tableau blanc. Donc, attends, je vais l'écrire avant parce que là, je sais que, regardez ça, puis je vais faire, c'était quoi donc? Donc, j'ai 50 secondes à 0,2141 OK. Donc, si je m'en retourne ici, je vais partager mon écran blanc. OK. Donc, si j'ai, comme je vous disais, 50 secondes à 0,2141 en partant, j'arrondis ça à 0,21 parce que je garde seulement 2 chiffres significatifs vu que c'est l'incertitude relative. Je sais que mon incertitude relative, c'est mon incertitude absolue sur ma meilleure estimation. Okay? Dans ce cas-ci, ma meilleure estimation, c'est 50 et je cherche mon incertitude absolue. Donc, je vais dire que mon delta X, c'est mon incertitude relative
fois ma meilleure estimation. Et donc, j'aurai 0,21 fois 50. Donc, si je fais le calcul, je vais avoir 0,105. OK, ça va être 50 secondes, là, donc 105 secondes. Donc, 0,21 divisé par 100 là, pour enlever le pourcentage, fois 50 secondes, ça me donne 0,105 secondes. Donc, si je veux écrire ma mesure ici avec l'incertitude absolue et non pas avec l'incertitude relative, j'écrirais 50,0 plus ou moins 0,1 secondes. Parce que je dois arrondir mon incertitude absolue à un seul chiffre significatif. Puis il faut que ma décimale ici soit la même. C'est ce qu'on a vu dans les règles en haut, les règles du début. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'écrirais 50. Donc, si je réécris ça ici comme faux, il faut que j'écrive 50,0 secondes à 0,21 C'est bon? OK. Donc, retournons à nos moutons. Ici. Bon. OK. Les deux dernières règles, toutes les mesures directes doivent être arrondies en suivant cette convention avant d'être utilisées dans les calculs. OK? Donc, je fais une mesure directe. Donc, je prends une mesure directe. Là, vous ne voyez pas mon écran, hein? Peut-être ça. Je pense que vous ne voyez pas mon écran. C'est pour ça que je ne me vois pas. Ah ah! Bon, beaucoup mieux. Donc, ici, la règle 5, toutes les mesures directes doivent être arrondies en suivant cette convention avant d'être utilisées dans les calculs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous allez remplir un tableau, puis vous mettez vos mesures, il faut toujours les écrire comme il faut en partant. Et après ça, vous vous servez de cette mesure-là, écrite selon la convention d'écriture, pour faire des calculs avec. Okay? Les mesures indirectes, elles, donc les calculs, sont seulement arrondies en suivant cette convention lorsqu'on veut les présenter à la fin d'un calcul. On n'arrondit jamais les mesures indirectes dans les calculs intermédiaires jusqu'au résultat final. Même si on utilise la convention pour présenter un résultat intermédiaire, on doit reprendre la valeur avec tous les chiffres pour poursuivre les calculs. Je vous montre ici le document là, que vous allez remplir au labo mardi. C'est ici. Bon, il y en a certains qui vont avoir une bille à mesurer, d'autres, ça va être un cylindre. Mais vous allez avoir un tableau qui ressemble à ça, à remplir. Okay? Donc, vous avez vos mesures ici. Mesure 1, mesure 2, mesure 3. On va voir pourquoi on prend 3 mesures dans pas très longtemps. Donc, on prend nos mesures et on écrit notre mesure avec son incertitude comme il faut, selon les conventions d'écriture. C'est-à-dire que l'incertitude a un seul chiffre significatif, la meilleure estimation arrondie à la même décimale. Donc, vous mettez vos 3 mesures. Ensuite, vous allez déterminer la meilleure estimation. La meilleure estimation, on va se servir ici de cette page-ci pour la déterminer. Et vous allez pouvoir écrire la meilleure estimation en dessous. Okay? Donc, ça, votre tableau va être rempli selon les conventions d'écriture. Là, vous allez avoir votre tableau et là, on vous demande après, ça c'est tout pour déterminer la meilleure estimation, après, on vous demande de faire des calculs. Donc là, on vous demande de calculer le volume de la sphère ou du cylindre et de déterminer ensuite sa masse volumique. Donc, au début, on calcule le volume. Vous allez l'écrire ici, la réponse, selon la convention d'écriture. OK?
si vous arrivez à un volume, je ne sais pas moi, de 200,45 plus ou moins 0,25, bien là, il faut arrondir, OK, pour pouvoir l'écrire comme il faut. Sauf que vous allez vous servir du volume ensuite pour calculer la masse volumique à la page suivante. Vous devez reprendre la valeur non arrondie pour faire le calcul suivant. Okay? Même si vous présentez votre mesure ici arrondie comme il faut, présentée selon les conventions d'écriture, lorsque vous faites le calcul qui suit, vous prenez la valeur non arrondie du volume. OK? Pour faire le calcul de masse volumique. Je vais essayer de penser de vous le redire mardi, mais c'est important. Et ensuite, vous allez essayer de déterminer quelle est la substance là, qu'on a utilisée pour fabriquer votre objet. OK. Donc, ça, c'est les conventions d'écriture. On vous dit que cette convention n'est pas universelle et il peut y avoir des différences. Il peut y avoir des différences. Cependant, nous allons l'adopter dans tous nos cours de physique. Vous pouvez aussi relire sur les chiffres significatifs. On en a parlé déjà dans le cours. Si ce n'est pas tout à fait clair, puis comment on arrondit, OK? C'est tout expliqué ici. OK. Donc, poursuivons avec notre document. En fait, je vais fermer celui-là parce que ici, on va manquer d'espace pour tout prendre ça. Je vais le mettre à côté. OK. Puis, je reprends mon document. Ici. Attendez une minute. Je vais essayer de le mettre à côté. Bon. OK. OK. Donc, il y a deux types d'incertitudes. Bon, vous allez me dire, oui, on les a vus, c'est l'incertitude absolue et l'incertitude relative. Ça, c'est les deux façons d'écrire une incertitude. Mais lorsqu'on veut déterminer une incertitude, il faut savoir qu'il y a deux types d'incertitudes. Ce qu'on appelle l'incertitude instrumentale, donc vraiment liée à l'instrument de mesure. Et on a l'incertitude liée au contexte expérimental. Il y en a qui vont l'appeler l'incertitude non instrumentale. Je trouve que c'est plus clair de l'appeler l'incertitude liée au contexte expérimental. Donc, en fait, je pourrais juste vous l'écrire ici, incertitude, que ça soit plus clair que ces deux types d'incertitudes. OK, donc l'incertitude absolue associée à une mesure, c'est la somme de ces deux types d'incertitudes. Donc, on va avoir que l'incertitude sur une mesure, c'est la somme de l'incertitude qu'on appelle instrumentale plus l'incertitude liée au contexte expérimental, que j'appelle l'incertitude contexte. Donc, l'incertitude instrumentale, elle peut être fournie par le fabricant. Donc, souvent, vous allez recevoir avec, en fait, toujours, là, si vous achetez un voltmètre ou un ampèremètre, vous allez recevoir, par exemple, un manuel de référence. Si vous achetez une balance aussi à fléau, si vous achetez une règle, habituellement, il y a un petit papier qui vient avec, là. Et on va vous donner l'incertitude. Des fois, c'est écrit sur l'instrument aussi.
Pour un voltmètre, entre autres, là, vous allez voir, ou un ampèremètre, c'est assez complexe, calcul incertitude. On l'étudie quand on fait le cours de NYB. Donc, le fabricant nous donne une méthode pour la déterminer, mais ça dépend de l'échelle, ça dépend de plein de facteurs. Là, okay? Donc, il faut vraiment se fier au manuel de référence quand on en a. Si on doit estimer l'incertitude, bien là, on va avoir différentes situations. Donc, la première, c'est une incertitude pour une échelle graduée. Donc, par exemple, une règle, un thermomètre, une vis micrométrique. Donc, ça, on va en voir au labo. Une balance à fléau. Il y a tout le temps tu sais, sur la balance à fléau, là, on a une petite règle lorsqu'on déplace, on a des grosses encoches pour déplacer là, les grammes, puis trucs comme ça. Mais quand on arrive avec les tout petites valeurs, là, il me semble que c'est ça le gramme. Il se déplace sur une échelle graduée. Donc, si on doit estimer l'incertitude pour une échelle graduée, notre incertitude, c'est la moitié, l'incertitude instrumentale, okay, parce qu'on est vraiment dans l'incertitude instrumentale. Là. En fait, je vais l'écrire comme ça. Ça va éviter de faire la confusion. Incertitude instrumentale dans cette situation-là, c'est la moitié de la plus petite division pour chaque lecture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les exemples ici, puis après ça, on va prendre la pause. Okay? Donc, on a 3 exemples. Tasser. OK. Donc, notre premier exemple, c'est mesurer la dimension d'une calculatrice avec une règle standard. Une règle standard, c'est une règle ordinaire okay, qu'on a. Là. Ça peut être une règle de 30 cm ou une règle de 15 cm comme celle-ci. Mais c'est une règle pour laquelle le zéro n'est pas parfaitement aligné avec le bord de la règle. Okay? Le zéro est tout le temps décalé sur une règle standard. On est habitué à utiliser cette règle-là, là, donc normalement, ça devrait être assez clair. À ce moment-là, notre incertitude, c'est il y a 1/2 millimètre associé au positionnement du zéro. Et on a 1/2 millimètre associé à la lecture. Donc, on aurait une incertitude instrumentale de 1 millimètre. Okay, donc, si j'essaye de mesurer la longueur de ma calculatrice, je prends ma règle. Comme je dois aligner le zéro, okay, il faut que j'essaye de l'aligner le plus précisément possible. Et ensuite que je lis la longueur, tu sais, sur l'autre moitié, l'autre bout de la règle, j'ai 2 lectures. Okay? Donc, quand on dit la moitié de la petite division pour chaque lecture, comme j'ai 2 lectures, une lecture pour le zéro, parce que je dois aligner mon zéro, plus une lecture au bout, bien là, je me retrouve avec 2 fois la moitié de la plus petite division, qui est 1 millimètre. Donc, 2 fois 1 millimètre, demi-millimètre, pardon. 2 fois 1/2 millimètre, ça va me donner 1 millimètre. C'est bon?
La moitié de la plus petite division sur une règle comme ça, la plus petite division, c'est le millimètre. Donc, la moitié, c'est le demi-millimètre. OK. Donc, mon deuxième exemple, ça va être mesurer la dimension d'une calculatrice avec une règle non standard. Je vais vous faire un petit dessin. Donc, ce que je veux dire par une règle non standard, c'est une règle qui va être comme toute bien graduée, là. Mais sur une règle comme ça, le 0, il est vraiment au bout de la règle. On va avoir une règle comme ça au labo. Donc, vous allez pouvoir en voir une mardi. Il y en a plusieurs qui en ont sûrement déjà vu, là, puis des fois, on est comme mal à l'aise parce qu'il n'y a comme pas d'espace pour le 0, puis on se dit, mon Dieu, il me semble que ce n'est pas précis, mais en fait, c'est beaucoup plus précis, une règle comme ça. Donc, comme il n'y a qu'une seule lecture, virgule, l'incertitude instrumentale va être égale à 1/2 millimètre. Donc, comment on fait pour mesurer avec une règle non standard? Là, je n'en ai pas avec moi, là, OK? Mais on imagine que ma règle, le 0, il est vraiment au bord complètement de la règle. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient appuyer notre objet sur une surface. Okay? Donc, on imagine que ma main, c'est une table. Je vais appuyer les deux objets, donc la règle et la calculatrice, sur perpendiculairement à la table. Et donc, je vais avoir seulement une lecture au bout. Parce qu'en bas, je sais que mon 0, il est parfaitement aligné avec le bord de l'objet. OK? Donc ici, pour le troisième exemple, oui, question? Je n'ai pas très bien compris. La différence entre une règle standard et une règle non standard? Oui. Parce que la règle standard, c'est une règle comme on la connaît. Okay? Une règle avec le 0, il est comme décalé par rapport au bord. Tu sais, sur une règle ordinaire, là, ton 0, il n'est pas parfaitement aligné avec le bord de la règle. Il est comme tout le temps décalé. Ouais. Ça, c'est une règle standard. Fait que si tu veux mesurer un objet avec une règle standard, il faut que tu alignes le 0 avec le bout de l'objet. Puis là, tu vas lire à l'autre extrémité ta lecture, donc la longueur de l'objet. Fait que tu as vraiment deux mesures. Il faut que tu alignes ton 0, puis tu lis à l'autre bout. Okay? Ça, c'est comme deux lectures. C'est pour ça qu'il faut que tu multiplies par 2 ton incertitude pour avoir l'incertitude instrumentale qui va être 1 mm parce que la moitié de la petite division, c'est 1/2 millimètre. Fait que tu vas faire 2 fois 1/2 millimètre. Ouais. OK? Quand tu as une règle non standard, ça veut dire que le 0, il est vraiment complètement sur le bord de la règle. Okay? À partir du bord, là, tu vas avoir 1 mm, 2 mm, 3 mm. Il n'y a comme pas d'espace. On va avoir une règle comme ça au labo mardi. À ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu vas accoter ton objet et la règle sur une table. Donc là, j'ai comme ma main parce que je n'ai pas grand-chose. Je pourrais essayer de trouver un classeur ici, un cartable plutôt. Donc, si j'ai une surface vraiment horizontale, puis je viens ici accoter mes deux objets sur ma surface, je sais que mon 0 il est parfaitement aligné avec le bout de l'objet. Donc là, j'ai une seule lecture. Je vais lire seulement le haut de mon objet pour voir il mesure combien. Je n'ai pas à aligner mon 0. C'est pour ça qu'à ce moment-là, comme il y a une seule lecture, ben, mon incertitude instrumentale, c'est la moitié de la petite division, donc 1/2 millimètre.
OK, merci. Fait qu'une règle comme ça, c'est vraiment plus précis. Ça nous permet d'avoir une mesure plus précise quand on sait s'en servir là, qu'une règle où le zéro est décalé. Et pour une balance à fléau, ben là, je vais vous référer au document. Parce que moi, j'ai eu une écœurante titre, la balance à fléau, et je ne m'en sers pas. Donc, on ne va pas passer du temps avec la balance à fléau, mais si jamais vous avez à l'utiliser dans votre vie pour une balance à fléau, voir document page 8. Donc, c'est le document, là, Introduction à la méthode expérimentale en physique, qui est sur Moodle, qui va être disponible à la coop. Vous pourrez aller lire là-dessus. Fait qu'on va faire une pause de 10 minutes. Vous pouvez penser à vos questions. Après la pause, s'il n'y a pas de questions, on va poursuivre. Sinon, ben, je peux répondre aux questions à ce moment-là. Donc, à tantôt. OK, donc on va reprendre. Donc, on va aller dans la suite. Paint. J'ai copié la page suivante de notre document. Toujours le document théorie, mesure et incertitude. Donc, on est toujours dans la section sur les incertitudes instrumentales. Donc là, on a vu un instrument avec une règle graduée. Si on a un instrument muni d'un vernier, comme un pied à coulisse, là aussi, on va en voir un au laboratoire mardi. Donc, je vais juste vous donner la règle, puis on va vraiment beaucoup plus passer de temps là-dessus mardi. Donc, à ce moment-là, l'incertitude instrumentale, c'est la plus petite division du vernier. Parce qu'on ne peut pas être plus précis que la plus petite division du vernier. On ne peut pas être précis à la moitié de la petite division quand on a un vernier. Okay? Donc, je vais vous montrer là, au laboratoire c'est quoi. Vous allez pouvoir le manipuler, l'avoir dans les mains. Ça va être beaucoup plus facile pour vous expliquer. Il faut toutefois toujours vérifier le zéro de l'instrument. On va faire un exemple là, tantôt ou au labo mardi si on n'a pas le temps. Qu'est-ce qui se passe quand le zéro de l'instrument n'est pas directement aligné sur le zéro? Donc, quand on ferme l'instrument au complet, là, OK? Donc, mettons un pied à coulisse ou un palmaire, là, si on le ferme au complet et que ça ne donne pas, c'est pas aligné sur le zéro, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, si on doit estimer l'incertitude pour un instrument à affichage numérique, le delta X instrumental, je vais l'écrire exactement de la bonne façon. Là. Donc, l'unité du dernier chiffre affiché. Donc, si, mettons, on a un voltmètre qui indique 2,05 volts, ben, l'incertitude, c'est 0,01. Okay? C'est l'unité du dernier chiffre affiché. Donc là, je vais l'écrire en dessous, même si je ne l'avais pas mis dans le document. Là. Mais par exemple, une mesure 2,05 volts. Donc, on va l'appeler, mettons, une mesure de voltage. Ben, ça veut une mesure de... Non, attends, je vais l'écrire comme il faut. Mettons, on va l'écrire en phrase. Là. Comme ça va être plus clair. Donc, on prend une mesure de tension
on obtient delta V égale 2,05 volts. Ça veut dire que l'incertitude delta V, donc l'incertitude sur ma tension. Mon delta V, c'est la tension, OK? Ce n'est pas l'incertitude, là. Ça, c'est une variable qui s'appelle la tension, OK? Ou la différence de potentiel, là. Donc, si je veux l'incertitude sur cette mesure-là, ça va être 0,01 volts. OK? Donc, vu que c'est le dernier chiffre affiché, c'est le centième, ben, l'unité du centième, c'est 0,01. Est-ce que c'est clair? Oui, pas de question. OK. De toute façon, si ce n'est pas clair, là, on a une balance numérique au labo. Là, vous allez en prendre des mesures là, avec un affichage numérique. Donc, si ce n'est pas clair, je pourrais vous le réexpliquer à ce moment-là. OK. Oui, Claudel. Mais si on met comme l'incertitude avec comme delta V, admettons delta V, est-ce qu'on a besoin de mettre le plus ou moins ou on fait juste le mettre comme ça? Pour l'incertitude comme telle, c'est toujours positif, une incertitude. OK. Fait que c'est quand on met la valeur, mettons, j'écrirais delta V, ça c'est comme ma meilleure estimation. J'écrirais delta V, ça serait ma meilleure estimation, plus ou moins mon incertitude. Bien, là, j'écrirais 2,05 plus ou moins 0,01, entre parenthèses, volts. OK, mais l'incertitude est tout le temps positive. C'est tout le temps positif. OK, c'est bon. OK, parfait. Merci. Ouais. Très bonne question. OK. L'incertitude liée au contexte expérimental. Donc là, on a vu l'incertitude instrumentale, donc l'incertitude liée à l'instrument de mesure. L'incertitude liée au contexte expérimental, c'est l'incertitude qui est reliée aux conditions dans lesquelles on prend notre mesure, qui peut influencer l'incertitude. Donc, cette incertitude peut être due à une multitude de facteurs. Je vous en donne des exemples. Donc, l'effet de la parallaxe. Ça va un peu mieux, je trouve, à expliquer quand on est en personne. Mais bon, mettons qu'on a une éprouvette avec une échelle graduée, là, une graduation sur notre éprouvette, OK? Puis qu'on a un liquide dans notre éprouvette. Là, je vais vraiment essayer de prendre quelque chose de plus. Bien, le liquide, souvent, là, il fait comme une espèce de petit ménisque, là, comme ça. Là. Il fait comme un U, si on veut, okay? Parce qu'il colle au bord. Là. Fait que ça fait comme un U dans notre éprouvette. Et essayer de prendre la mesure, bien, si on se met un peu trop haut ou un peu trop bas, bien, souvent, on va arriver, parce que l'échelle graduée n'est pas nécessairement parfaitement alignée, comme en avant du liquide, si on veut. Ce n'est pas nécessairement évident là, de lire exactement où le ménisque arrive, le bas du ménisque. Un autre exemple de ça, c'est lorsqu'on a, par exemple, une échelle graduée, et, comme une règle, là, et qu'on a un objet qui est décalé par rapport à notre règle. OK? Donc, mettons, on a au laboratoire là, une plaque. On ne fera pas ce labo-là parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est un labo qui est quand même sympathique. C'est une plaque qu'on accroche, puis on a des cordes qui sont ici accrochées à des espèces de boulons là, okay, qui forment un nœud. Et là, bon, on va suspendre là, des objets à chaque bout de corde pour que les cordes soient vraiment tendues. OK? Et l'idée, c'est de venir mesurer les forces. Bon. Si la corde, elle est vraiment devant la plaque, notre règle, on peut juste la coller sur la plaque, parce que sinon, on a comme une règle dans les airs, c'est vraiment pas évident. Si on veut essayer de mesurer exactement l'angle, mettons, entre notre corde et l'horizontale ou des choses comme ça, notre instrument de mesure est décalé par rapport à l'objet. Donc, si on se met un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas, bien, on n'aura pas la même mesure.
il faut se mettre vraiment parfaitement aligné avec notre corde, ce qui est très difficile. OK? Ça, c'est l'effet de la parallaxe. Plus on est loin de notre objet, là, plus notre instrument de mesure est loin de l'objet qu'on essaie de mesurer, plus on a un effet de parallaxe qui est important. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est le temps de réflexe. Donc, quand on essaye de prendre une mesure, donc la durée, par exemple, d'un événement là, avec un chronomètre, on part notre chronomètre, là, notre objet tourne ou il se passe quoi que ce soit. Puis là, dès qu'on veut arrêter le chronomètre, on essaie d'arrêter le chronomètre quand l'objet, mettons, est aligné sur quelque chose. On essaie d'arrêter le chronomètre, mais on a toujours un temps de réflexe, okay, qui est à peu près 0,1 seconde pour la moyenne des gens. Pour un chronomètre manuel. Un autre exemple, c'est l'instabilité d'une mesure sur un affichage numérique. Donc, l'instabilité d'une mesure avec affichage numérique. Là, vous allez me dire, bien, il me semble que c'est l'instrument qui a une incertitude dans ce cas-là. Mettons, je mesure une intensité de courant avec un ampère-mètre, puis là, je dis 1,04, 1,05, 1,04, 1,05, 1,04. Puis là, tu es comme, bon, c'est quoi ma mesure? Ça, ce n'est pas relié à l'instrument, c'est relié à l'instabilité du circuit. Okay? Un circuit, des fois, ce n'est pas parfaitement stable. Donc, lorsqu'on a une mesure qui est un peu instable sur un affichage numérique, ça, c'est une incertitude, ça va amener une incertitude liée au contexte expérimental. Un autre exemple, l'irrégularité d'un objet. D'un objet. Donc, si j'essaye de mesurer la dimension de mon coffre à crayon, ben, il n'est pas parfaitement carré, là. Ce n'est pas évident à mesurer. Okay? C'est du tissu mou. Donc, essayez, il faudrait que je le ferme. J'essaie de voir. Ce n'est pas quelque chose qui est évident quand j'ai une règle à mesurer. Okay? Ça ajoute une incertitude qui est liée au fait que l'objet n'est pas facile à mesurer. Des fois, une caractéristique de l'instrument. Par exemple, une règle qui est très épaisse. Donc, si l'instrument a été mal conçu ou n'est pas conçu pour le type de mesure qu'on est en train de prendre, je peux avoir une incertitude liée au contexte expérimental qui se rajoute. Donc, j'ai une règle qui est vraiment très épaisse, qui fait que là, quand j'essaie de prendre ma mesure, ben, je suis comme décalée par rapport à l'objet que j'essaie de mesurer, là. Ça revient un peu à l'effet de parallaxe. Ça peut être un exemple. Je pourrais le mettre sous forme de question, là. Sommes-nous loin de l'objet que l'on doit, mesurer. L'exemple que je donne toujours, c'est, mettons, vous vous retrouvez avec un contrat d'Hydro-Québec, là, vous devez aller mesurer, mettons, la dimension
d'une boîte quelconque dans un espèce d'enclos. Là. Des fois, il y a des portions grillagées, là, puis on ne peut pas rentrer parce qu'il y a trop de tension ou de courant. Puis là, on essaie de mesurer un objet, puis on est vraiment loin. On est comme l'autre côté de la clôture. Puis là, on est là avec notre règle, notre ruban mesuré, puis on essaie de mesurer l'objet, puis on est vraiment décalé de l'objet. Là, ça augmente vraiment l'incertitude sur la mesure, quand on ne peut pas se coller sur l'objet. Toutes sortes de circonstances qui font qu'on a une incertitude qui est liée au contexte expérimental. Ce n'est vraiment pas facile d'estimer une incertitude dans une situation comme ça. OK? Le temps de réflexe, je ne le connais pas individuellement pour chaque personne. L'effet de la parallaxe, c'est quoi mon effet? Là? Je vais au plus loin, je vais au plus bas, je ne suis pas aux extrêmes, je suis à peu près au milieu. C'est vraiment pas évident à évaluer. Donc, ce qu'on fait lorsqu'on a à évaluer l'incertitude liée au contexte expérimental, c'est qu'on va prendre plusieurs mesures. Donc, si, mettons, je dois mesurer la dimension de ma calculatrice ou mon coffre à crayon, n'importe quoi, je vais essayer de prendre plusieurs fois la mesure. Et je vais évaluer l'incertitude qui est reliée au contexte expérimental, donc qui varie d'une mesure à l'autre. Est-ce que mes mesures se ressemblent beaucoup ou sont très différentes l'une de l'autre? Okay? Est-ce que j'ai une incertitude liée au contexte expérimental qui est petite ou qui est grande? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme je vous dis, évaluer l'incertitude en prenant plusieurs mesures. Nous, on va seulement en prendre 3 mesures, mais dans la vraie vie, là, dans un labo, quoi que ce soit, on pourrait en prendre 1000 ou on pourrait en prendre, donc on pourrait arriver à une incertitude vraiment très petite ou très bien évaluée sur le contexte expérimental. Donc, si on prend 3 mesures, donc on prend 3 mesures, en fait, je devrais le dire ici, hein, on prend 3 fois la mesure. Et là, on évalue si on a des mesures qui sont reproductibles ou non reproductibles. Donc, des mesures reproductibles, je vous en donne un exemple. Si on prend 3 mesures, mettons ma mesure ici, X1. Je prends une deuxième mesure. Ici, X2. Et je prends une troisième mesure. X3. Je vais avoir des mesures qui sont reproductibles. Je vais l'écrire ici, mesure reproductible. Si je me retrouve avec une zone qui est commune à mes 3 mesures. Pas très droit, mais ici, j'ai une zone qui est un domaine commun. OK? Donc, je vois que mes 3 mesures sont reproductibles, c'est-à-dire que je peux en prendre plusieurs et elles vont toujours se reproduire assez près l'une de l'autre. C'est ça que ça veut dire, des mesures reproductibles. OK? Donc, je vais l'écrire en dessous, dont les domaines se recoupent. Quand j'ai des mesures qui sont non reproductibles, bien évidemment, je prends une première mesure, mettons comme ça. Je prends une deuxième mesure, mettons ici. Et je prends une troisième mesure, mettons ici. Je n'ai pas de domaine commun, okay, à mes 3 mesures. Je ne peux pas tracer une verticale, une ligne verticale qui va croiser mes 3 intervalles.
Donc, ça, c'est des mesures qu'on va appeler non reproductibles. Et ça va être des mesures dont les domaines ne se recoupent pas. Madame? Oui. J'arrive pas à voir la différence. Ben, en fait, ici, je peux tracer une verticale qui croise mes 3 intervalles. Ici, dans n'importe où dans mon espace assuré vert, là, si je trace une verticale, mettons ici, là, je vais la mettre en rouge. Si je trace une verticale, je vois que je croise mes 3 intervalles. Alors qu'ici, je ne peux pas tracer une verticale qui va me permettre de croiser mes 3 intervalles. Ici, j'en croise juste 2. Ici, j'en croise juste 1. Puis ici, je vais en croiser juste 2 encore. Donc, je n'ai pas d'intervalle commun à mes 3 mesures. Oui, OK, merci. C'est bon? Oui. Juste vous dire que le cas extrême où j'ai, dans le fond, une mesure, mettons, ici, puis une mesure ici, x2, puis qu'il y a une ligne verticale là, qui touche les 2 extrémités ici. Hein. Je vais la mettre plus claire, là, comme ça. Là. Ça va être considéré comme reproductible. Okay? Même s'il y a un point commun aux 2 mesures. OK? Donc, mettons ici, j'aurais, je ne sais pas moi, 5,1 plus ou moins 0,1 secondes, là. Mettons x1. Puis x2, ça serait 5,3 plus ou moins 0,1 seconde. Donc, ici, on voit que ça va de 5 à 5,2, puis ici, ça va de 5,2 à 5,4. Donc, sont reproductibles. Parce qu'ils ont quand même s'ils ont un seul point commun, on dit que c'est des mesures qui sont reproductibles. OK. Donc, si j'ai des mesures qui sont reproductibles, donc je vais l'écrire en mots. Lorsqu'on obtient plusieurs mesures reproductibles, XI, la meilleure estimation X bar correspond à la moyenne des meilleures estimations de ces mesures. XI bar de ces mesures. Je vais prendre la question dans une seconde. Je vais juste écrire l'équation. Donc, X bar va être égal à la somme de I égale à 1 jusqu'à N de XI bar sur N. Je vais juste écrire comme il faut.
X bar égale. Oui, la question. Ali. Adam, ce que vous venez d'écrire, où est-ce qu'on doit l'écrire genre dans le document? Dans la suite, parce que je n'avais pas assez de place là, dans les grandes colonnes, Ok, là, juste en ok, c'est dessous. bon. Ouais. Ok, c'est bon, merci. L'incertitude absolue. De X bar est évaluée je dirais normalement. Oui, normalement. Donc, delta X égale X. Là, je suis dans delta X contexte. Je vais le mettre pour être sûr que ça soit clair. Contexte. Ça va être égal à X max moins X min divisé par 2. Donc, dans ce cas-ci, là, mettons, j'aurais ici, ça serait mon X max. Puis ici, ça serait mon X min. OK. Je peux prendre le X max là puis le X min là, mais l'idée, c'est d'évaluer avec les incertitudes instrumentales habituelles. Voilà. Oui. Donc, si je comprends bien, ça, c'est quand on va mesurer genre plusieurs fois. Oui. OK. Oui, en fait, c'est que lorsque vous allez prendre une mesure, mettons, là, je vais vous demander là, au labo de mesurer la hauteur du cylindre avec une règle. Bien, là, vous allez prendre votre règle, vous allez mesurer la hauteur du cylindre. Ça va être votre mesure 1. Vous avez une incertitude instrumentale qui est liée à la règle. Okay? Si c'est une règle non standard, bien, vous allez avoir la moitié de la petite division pour l'incertitude instrumentale. Là, vous allez reprendre votre mesure une deuxième fois. Encore une fois, même incertitude instrumentale, mais une mesure qui peut être un peu différente. Okay? Ensuite, vous allez reprendre la mesure une troisième fois et vous allez noter ces 3 mesures-là dans votre tableau. Et là, vous allez regarder, est-ce que mes mesures sont reproductibles ou sont non reproductibles? Donc, quand je fais un diagramme de comparaison, qu'on va voir comment faire au labo, est-ce que mes mesures se recoupent ou est-ce qu'elles ne se recoupent pas? Si elles se recoupent, pour trouver la meilleure estimation, on fait la somme des 3 valeurs ici divisée par 3. On fait la moyenne des meilleures estimations. OK? Pour l'incertitude, évaluer l'incertitude du contexte. Ah non, c'est pas ça, je me suis. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ça, c'est pas X max et X min. Pas en tout. Je dis des niaiseries. Mon X max, il est ici. Ça, c'est mon X max. Parce que c'est ma valeur la plus à droite de mes 3 valeurs. Puis ça serait mon X min. OK? Donc, quand on va évaluer la meilleure estimation, on fait la moyenne des 3 valeurs. Puis pour l'incertitude contextuelle, donc l'incertitude liée au contexte, on va faire max moins min divisé par 2. Donc, la valeur maximale moins la valeur minimale des 3 divisé par 2. C'est bon. Lorsqu'on a des mesures qui sont non reproductibles, là, ce qu'on fait, donc lorsqu'on obtient plusieurs mesures non reproductibles, moi, ça a coupé un peu, là, fait que je n'ai pas autant d'espace que tantôt, là, mais
non reproductible. XI. Donc, le I, là, c'est juste 1, 2, 3, donc X1, X2, X3. Ou lorsqu'on n'est pas certain que les mesures sont reproductibles, ou lorsqu'on n'est avec un apostrophe, n'est pas certain que nos mesures soient reproductibles. Il est préférable d'utiliser donc, pour trouver la meilleure estimation de nos trois mesures, on va avoir X max plus X min divisé par 2. Et pour l'incertitude, on va avoir X max moins X min divisé par 2. Donc, l'incertitude est calculée de façon identique que nos mesures soient reproductibles ou non. C'est la meilleure estimation des trois mesures qui n'est pas calculée de façon identique. Donc, ici, notre X max, ça serait cette mesure-là. C'est la valeur la plus grande de nos trois valeurs, de nos trois meilleures estimations. Là. X1 bar, X2 bar, X3 bar, c'est celle-là qui est la plus grande. Puis ici, ma valeur la plus petite, ça serait celle-là. OK? Ce qui est important de se rappeler, c'est que, puis là, en fait, je vais écrire contexte ici. Là. Ce qui est important de se rappeler, c'est que là, on a vu comment déterminer l'incertitude instrumentale, comment déterminer l'incertitude liée au contexte. Et l'incertitude totale, c'est la somme des deux. Okay, on l'avait vu. Est-ce que c'est ici? Oui. On l'avait vu ici. L'incertitude totale sur une mesure, c'est la somme de l'incertitude instrumentale et de l'incertitude liée au contexte. OK? Donc, j'additionnerais l'incertitude de mon instrument à l'incertitude que j'ai déterminée en prenant trois mesures, qui est cette incertitude-ci. Soit que c'est reproductible, soit c'est non reproductible. Ça va me donner une incertitude liée au contexte. OK? Fait que j'additionne les deux pour avoir l'incertitude totale. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Ça va devenir pas mal plus clair quand vous allez le faire, là, pendant le rapport de lab, ça c'est sûr. Là. Puis comme je vous donne vraiment 2 semaines, là, vous avez plusieurs moments où vous pouvez me poser des questions, où vous pouvez m'envoyer des mios, venir au dispo, aller au centre d'aide, etc. Là. OK? Mais j'essaie juste que ce soit le plus clair possible en théorie. Puis après ça, quand on le fait, souvent, ça se clarifie encore plus. OK. Donc, on va juste commencer l'exemple 1. Là, on n'aura pas le temps de le terminer aujourd'hui, mais je vais quand même le commencer. Donc, ils disent l'incertitude sur les valeurs tirées des ouvrages de référence. Lorsque les incertitudes sur les valeurs tirées des ouvrages de référence ne sont pas données, on suppose que l'incertitude absolue de chacune des valeurs correspond à l'unité du dernier chiffre significatif. Okay? Ça, c'est quand ce n'est pas donné. Ce n'est pas très important. Là. De toute façon, nous, on a vu comment on peut les déterminer assez facilement. Donc, on va faire un premier exemple pour voir comment on calculerait l'incertitude sur une certaine mesure. Donc, exemple 1. J'ai un instrument de mesure qui est une règle non standard de 30 cm, graduée
en millimètres. Je sais que l'incertitude absolue, là, je ne mettrai pas relative, là, due à l'instrument, donc je vais mettre instrumental, c'est quel que soit l'objet que j'essaye de mesurer. Là. Okay, ça n'a pas rapport avec l'objet, ça a rapport directement avec l'instrument, donc avec la règle que j'ai. Je sais que mon incertitude instrumentale, ça va être 0,5 mm parce que c'est la moitié de la plus petite division de la règle. Et on a une seule lecture. Parce que c'est une règle non standard. Donc, afin d'évaluer l'incertitude liée au contexte expérimental, l'incertitude, je l'avais trop vite, l'incertitude liée au contexte expérimental, on prend 3 mesures. Et on obtient donc j'ai L1, la première longueur, qui est 276,5 plus ou moins 0,5 mm. Donc, je prends mon objet, je le mesure, j'ai une première mesure. Je prends une deuxième mesure qui va me donner 276,0 plus ou moins 0,5 mm. Et une troisième mesure qui est 275,0 plus ou moins 0,5 mm. Donc, si je représente mes 3 mesures sur un diagramme de comparaison, encore une fois, on va on va voir comment faire le diagramme de comparaison là, mardi, au cours de mardi, juste avant qu'on prenne nos mesures. Donc, là, on pourrait représenter, mettons, on va avoir 274, 275, 276, 277. Puis on va mettre les trucs intermédiaires. Bon. Donc, notre première mesure, ça va de 276,5. Donc, elle est ici. Elle va de 276 à 277. Donc, à peu près ici. Ça, c'est notre L1. Notre L2 va de 275,5 à 276,5. Ça, c'est notre L2. Puis notre L3 va ici de 274,5 à 275,5. Donc, on voit que ce sont des mesures non reproductibles. Parce que je ne peux pas tracer une verticale qui va croiser mes 3 intervalles. Okay? Donc,
La meilleure estimation. Estimation. Je vais la déterminer en faisant L bar égale L max bar plus L min bar divisé par 2. Dans ce cas-ci, mon L max bar, c'est le 276,5. Millimètres. Plus 275,0 millimètres divisé par 2, ce qui me donne 275,75 millimètres. J'ai presque fini. L'incertitude contextuelle, là, liée au contexte. Contextuelle. Je vais avoir delta L va être égal à L max moins L min divisé par 2. Donc, 276,5 mm moins 275,0 mm divisé par 2, ce qui va me donner 0,75 mm. L'incertitude totale absolue, ça va être l'incertitude instrumentale plus l'incertitude contextuelle. Ça, c'est l'incertitude contextuelle. Donc, je vais avoir delta L égale delta L instrumental plus delta L contexte, ce qui me donne 0,5 mm plus 0,75 mm, donc 1,25 mm. La dernière chose, il faudrait l'écrire en dessous, mais je n'ai plus de place. Ma réponse finale, L, qui est égale à L bar plus ou moins delta L, ça va donc être égal à 275,75 plus ou moins 1,25 mm, que je vais écrire avec les conventions d'écriture, 276 plus ou moins 1 mm. Je n'ai pas tendance à dépasser l'heure, c'est juste que là, je trouvais vraiment que c'était difficile d'arrêter. Fait que, on se laisse là-dessus. Si vous avez des questions, encore une fois, je vais rester connectée. Puis, je vais répondre du mieux que je peux jusqu'à ce que tout le monde ait quitté. Sinon, ben, on se voit mardi au labo, au CC 3610 à midi ou à 2 heures, là, dépendant de quand est-ce qu'il y a votre demi-groupe. Madame, Bonne journée, madame. Bonne journée. est-ce qu'il on peut déjà commencer les activités du livre pour les activités des mesures? Vous pouvez regarder, oui, où est-ce qu'on est rendu, là. Oui. Merci. Oui, Danica. Comment on sait on est dans quel groupe pour les labos? Ben, vous, dans votre horaire, il y en a juste un des deux qui apparaît normalement. Ah, OK, c'est bon. Vous avez juste le cours de midi à 2 ou de 2 à 4. OK, merci. Claudel, oui. J'ai juste une question par rapport comme aux notes qu'on va prendre en classe et tout ça. Est-ce que ça va, comme pendant toute la session, ça va marcher comme on fait en ce moment, genre un document qu'on remplit, ou ça va être des notes qu'on prend nous-mêmes? Ça va être des notes à partir du chapitre 3. OK, parfait. Donc, jusqu'au je vous chapitre aide, 3. là. OK, c'est bon, parfait. Ouais. Mais il faut y sinon, aller ça va être. progressivement. Oui, c'est ça. OK, parfait. C'est bon, merci. Oui. Coralie. Oui, ben moi, j'avais une question à propos de la formule qu'il faut utiliser pour les mesures reproductibles. Oui. Mais pour la meilleure estimation, je n'ai pas trop compris c'était quoi la formule. C'est la somme, c'est la moyenne
Donc, en fait, ouais, c'est écrit un peu, tu vas me dire, en belle formule mathématique, là. C'est juste, dans le fond, c'est la somme de x1, x2, x3 divisé par 3. Fait que si, mettons, j'ai 3 mesures, ben, je prendrais la somme de mes 3 meilleures estimations divisé par 3. Fait que là, si on reprend notre exemple avec, mettons, ces 3 mesures-là, mettons qu'elles auraient été reproductibles, j'aurais fait 276,5 plus 276,0 plus 275,0 divisé par 3. Au lieu de prendre juste la valeur maximale puis la valeur minimale, il faudrait que je prenne les 3 valeurs divisées par 3. OK, merci. C'est bon? Oui. Autre question? Oui, juste une question au sujet du document qu'on doit acheter à la coop. Est-ce qu'il y a un code à présenter ou... Oui, le document, il est dans le plan de cours, le code. Vous avez là, dans la partie médiagraphie du plan de cours qui est disponible sur Léa. Vous avez, Oui. bon, le manuel, ça, il n'y a pas de code. Là. Le manuel, il est comme dans les rangées. Là. Ça, c'est le manuel physique 1 là, de Benson. Puis, Introduction à la méthode expérimentale en physique, le code il est dans le plan de cours. Je ne le connais pas par cœur, par contre. Là, mais... OK, parfait. Et pour bon. le laboratoire de mardi, est-ce qu'on doit réviser quelque chose? Vous n'avez rien à préparer préparer. quelque chose? Non, moi, je vais arriver avec les documents. On va faire 1 heure de théorie avant. On va voir différentes choses, là, comment on fait un diagramme de comparaison, puis tout ça. Puis après ça, on va se lancer, on va prendre nos mesures. Puis, Donc, on ramène juste le document qu'on doit acheter à la coop et peut-être nos notes. Exactement. Oui, le OK, document qu'on parfait. est en train de remplir. Là. OK, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci, madame. Bonne journée. Bonne journée.